Merci. Merci à tous d'être présents et bienvenue à cette dernière table ronde de la journée. Elle sera consacrée aux données de santé et notamment à la manière dont elles sont collectées, traitées, analysées et valorisées par ce qu'on appelle les GAFA. Alors, si vous n'avez jamais entendu ce terme, ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi bien d'autres. C'est un terme générique bien pratique pour pointer les entreprises de la Silicon Valley qui proposent des services mondiaux et qu'on utilise tous ici dans cette salle. Alors, je vais vous présenter nos invités. À ma droite, nous avons Christophe Labbé, journaliste au Canard enchaîné, et notre invité parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'homme nu, virgule, la dictature invisible du numérique ». Donc c'est paru chez Robert Laffont. Et vous nous expliquerez un petit peu ce que vous entendez par la dictature, hein, c'est un mot quand même assez fort. À ma gauche, une des stars du forum de bioéthique, Philippe Breton, professeur à l'université de Strasbourg et au centre universitaire du journalisme, spécialiste des questions de politique, et il nous détaillera d'ailleurs d'où vient le projet de société, quelles sont les origines politiques du projet de société de ces fameux GAFA. À sa gauche, j'ai Jean-Gabriel Ganassia, lui aussi professeur d'université, mais à Pierre et Marie Curie à Paris, et président du comité d'éthique du CNRS, et qui nous expliquera ce qu'on fait actuellement avec les données de santé qui sont disponibles, et ce que font les acteurs de la Silicon Valley, et puis éventuellement le décalage qu'il peut y avoir entre les deux. On a deux excusés, c'est Jean Sibilia et Marc Duguin. Et puis on aura aussi un grand témoin qui est Léa Davy, qui prendra la parole quand elle le voudra bien. Voilà. Alors, il faut sur les données de santé, il va peut-être falloir préciser un petit peu de quoi on parle. Parce qu'elles sont de plusieurs types. Il y a les données anonymes, les données biométriques, les données issues de traitements. Et puis, il y a aussi toutes celles qu'on envoie et qui sont rattachées à la santé, mais qui sont par exemple des données de position et qui sont utilisées, collectées par les smartphones en ce moment. Il faut savoir que si vous avez un téléphone d'Apple ou fonctionnant sur Android dans votre poche, eh bien vous envoyez des données de santé à Google et Apple. Ils vous remercient pour ça. Ces applications sont préinstallées. Voilà. Donc cette collecte des données a déjà commencé et elle commence à peine à montrer ses effets. Qui est-ce qui veut préciser un petit peu de quelles données on parle? Peut-être monsieur Ganassia. Oui, je peux essayer effectivement de préciser. Hein, d'abord, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est une première question. Hein, donc, certainement, il y a des spécialistes ici, il y a beaucoup de médecins qui essaieront d'évoquer cela. Hein, la santé, ça recouvre un état de bien-être, je crois, d'après la définition de l'OMS. Hein, donc, c'est extrêmement vaste parce que maintenant, bien sûr, c'est pas seulement les maladies, les pathologies, mais ça peut être l'état normal, ça peut être la surveillance en permanence, ça peut être les objets connectés, par exemple les montres que vous portez au poignet, les bracelets pour ce qu'on appelle la fitness, la forme physique. Donc tout ça, ça recouvre les données de santé. On peut aller même plus loin puisque Google a expliqué qu'avec ce qu'ils appellent les big data, on reviendra peut-être sur cette notion tout à l'heure, les masses de données en français, il arrive à détecter
épidémies. Alors comment ça se produit? Parce que si vous détectez l'ensemble des requêtes que vous soumettez au moteur de recherche Google, chaque fois que vous posez une question à Google, ne vous inquiétez pas, mais Google sait quelle question vous avez posée. Par exemple, si vous demandez, vous avez quelqu'un que vous allez rencontrer, Google sait qui vous allez rencontrer. Et si dans les ministères, il faut savoir qu'en France, les gens au ministère de la Défense, les gens utilisent Google quand ils ont voir un interlocuteur. Google sait tout sur tout le monde. Mais donc, je vais me centrer ici sur la santé, sur les épidémies. Donc, Google dit qu'il est capable de détecter un début d'épidémie parce que quand vous avez un symptôme, en général, vous commencez à avoir le nez qui coule, vous allez sur Google et vous demandez qu'est-ce que je peux avoir comme médicament pour me soigner de mon nez qui coule. Et à ce moment-là, donc, quand ils font des corrélations, ils se disent « Ah ben tiens, à tel endroit, il commence à y avoir une épidémie de grippe. » Donc ça peut être aussi une donnée de santé. Donc vous voyez, ça recouvre énormément de choses. On peut dire que la plupart des données personnelles sont des données de santé. Alors après, bien sûr, ça posera tout un tas de questions. Je pense qu'on essaiera de préciser à l'intérieur de ce débat sur la protection de la vie privée et sur les inquiétudes qu'on peut avoir. On va y venir. Alors effectivement, donc les données de santé, effectivement, vous avez précisé, et très bien, c'est pas seulement une mesure de votre température ou de votre pouls, de votre pulsation cardiaque, c'est effectivement aussi les questions que vous vous posez sur vous-même, etc., et sur les symptômes que vous pouvez avoir. Mais alors, comment se fait-il que des géants de la Silicon Valley qui sont sur les services Internet s'intéressent d'aussi près et à coût de milliards de dollars à notre santé? Philippe Breton. Non? Oui, moi j'aimerais quand même, peut-être pour éclairer cette question, pourquoi ils s'intéressent à notre santé? Oui, pourquoi ça les intéresse? La santé intéresse parce que c'est une source de profit et que, moi j'aime pas le terme GAFA, parce que voilà, c'est un acronyme, ce sont les grandes entreprises du numérique. Ce sont des grandes entreprises qui ont une histoire, qui ont une culture, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est à la fois une culture, alors on est très proche du transhumanisme, parce que c'est une culture un petit peu anarchiste, un petit peu libertaire à l'origine, mais c'est aussi une culture assez libérale, et c'est un rapport très particulier au profit, je trouve, qui fait que je crois qu'on ne peut pas comparer, en termes économiques ou en termes socio-économiques, on ne peut pas comparer ces grandes entreprises du numérique avec les autres grandes entreprises. Il y a des très grandes entreprises qui, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la santé, les laboratoires pharmaceutiques. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que, compte tenu de leur culture d'origine, ces entreprises ont un rapport particulier au profit. Et c'est d'ailleurs ça qui fait problème, puisqu'il y a dans la culture de ces entreprises à la fois une recherche du profit, mais une idée qui est toujours extrêmement présente, que tout ne doit pas être une marchandise. Qu'un certain nombre d'informations doivent être d'accès libre, qu'il ne doit pas y avoir de frontières dans le transport de l'information. Alors c'est un paradoxe, parce que ce sont des entreprises qui font du profit, qui s'inscrivent dans le secteur libéral, mais en même temps, elles ont une action qui vise à rendre gratuit un certain nombre de choses qui étaient payantes auparavant. Alors je prends un exemple, parce que c'est vraiment un paradoxe. L'exemple est très simple. La culture de ces entreprises, les créatifs de ces entreprises se sont battus pour qu'il n'y ait plus de droits d'auteur. C'est-à-dire que la rémunération de l'auteur a été considérée dans ces milieux comme une espèce d'hérésie, puisque, au fond, les textes devaient être libres, les idées devaient être libres, la musique ne devait pas s'accrocher aux droits d'auteur, donc la musique devait pouvoir circuler librement, les textes devaient pouvoir circuler librement, mais pour y avoir accès, il faut passer par ces entreprises qui, elles, font du profit sur cette gratuité. Donc c'est entrée libre, mais payante. Donc il y a une espèce de déplacement très curieux, qui est, je crois, unique en son genre sur le plan économique, qui est une revendication de la gratuité, mais un arraisonnement de cette gratuité pour en faire du profit. Donc je crois qu'il y a ce paradoxe éclaire la spécificité de ces grandes entreprises du numérique. Il y a aussi leur origine de fondation dans les années 70, une certaine vision du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et sur leur goût du transhumanisme?
Qui est-ce qui veut peut-être Monsieur Labbé qui... On évoque quand même ces entreprises sont différentes de l'industrie pétrolière dans le sens où il y a un projet pour modeler la société, ce que l'industrie pétrolière n'avait pas. Et ce sont quand même des entreprises qui génèrent aujourd'hui, enfin, il suffit de voir, compris quand même la tête des plus grosses entreprises mondiales. Aujourd'hui, la plus grosse entreprise mondiale, pour bien resituer, parce qu'on parle des GAFA, c'est Google, rebaptisé Alphabet. Et cette entreprise, c'est 544 milliards, à peu près plus de 500 milliards de dollars de capitalisation. Donc c'est une entreprise qui est aujourd'hui 2 fois plus grosse que Exxon. Exxon, la majeure pétrolière qui, en 2011, occupait encore la tête du classement et qui aujourd'hui a été rétrogradée à la 6e place. Donc ce sont des entreprises, on l'a dit, qui ont acquis une puissance financière énorme, mais qui, en plus, ont une vision, un projet pour notre société. Est-ce qu'on peut le détailler un petit peu, ce projet de société? Parce qu'ils sont issus de la culture hippie, etc. C'est sympa tout ça. Alors, issus de la culture hippie, mais des entreprises qui, pour la plupart, sont nées, ont été alimentées avec les fonds du Pentagone, et puis un peu plus tard, ça s'est accéléré, après les attentats du 11 septembre, massivement avec les fonds de l'appareil sécuritaire, de l'appareil de renseignement. Et il y a une hybridation financière, une hybridation par les compétences qui passent de l'un à l'autre, de ces entreprises au monde du renseignement. Donc ce sont des entreprises qui sont aujourd'hui complètement hybridées à l'appareil de renseignement, qui sont nées quand même, effectivement, comme la formule avait été employée, sont nées dans des garages dans les années 70, mais les garages étaient installés sur des porte-avions, parce que ce sont quand même, c'est le Pentagone qui a financé. L'Internet même, au départ, a été inventé pour qu'on ait un réseau de communication qui résiste dans le contexte de la guerre froide à une attaque nucléaire. Donc il y a quand même, en dehors de la culture hippie, etc., ce point de départ, c'est-à-dire un financement en partie par l'industrie, le complexe militaro. Mais quand Google fonde Calico, qui est sa filiale globalement dans le domaine de la recherche sur le corps humain, sur les cellules humaines, quel est son objectif? Déjà, Google peut fonder cette filiale avec des moyens gigantesques parce que Google a acquis une puissance financière grâce justement à cette illusion de la gratuité. Parce que donc on ne sait pas exactement ce qu'ils nous veulent alors. Ce qu'ils veulent en fait, c'est remodeler notre société. Si avec Marc Duguin on a appelé le livre L'homme nu, c'est parce que ces sociétés participent à une mise en transparence de l'individu, et cette mise en transparence de l'individu conduit à un contrôle de l'individu. Et on va en parler tout à l'heure, mais les données de santé, c'est l'étape ultime de cette démarche. C'est la fin définitive de l'intimité, la transparence absolue. Et cette transparence, en fait, c'est un miroir à double teint. Il y a la transparence pour nous tous, citoyens, consommateurs, cette transparence absolue, mais une opacité réelle, une difficulté, et là je parle en tant que journaliste, à aller enquêter, à aller voir ce qui se passe
réellement au cœur de ces entreprises, que ce soit par le secret industriel qui les protège, par le secret défense aussi en partie. Et il y a une idéologie que ces entreprises, enfin les GAFA, aident à prospérer, c'est quand même l'idéologie du libertarisme. Et c'est une idéologie qui est financée aujourd'hui par les GAFA qui en font la promotion. Alors justement, je viens pour prendre votre réaction. Jean-Gabriel Ganassia, vous, les données de santé, vous les traitez depuis longtemps. Vous voyez apparaître ces nouveaux acteurs qui demandent que soient levées les barrières, les freins, appelons ça comme on veut, pour que ces données circulent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes, je le rappelle, au comité d'éthique du CNRS ? Avant de répondre précisément à cette question des données de santé, je pense qu'il faut peut-être discuter de ce qui vient d'être dit et des analyses qui sont faites. On est là pour ça. Je pense que aujourd'hui, d'abord, je suis d'accord avec mon voisin, avec ce que dit Philippe Breton. Le terme GAFA n'est peut-être pas approprié. Il y a un certain nombre d'entreprises de l'Internet, les géants du net, alors on appelle ça les GAFA, les NATOU, il y a énormément de sigles différents, ça peut être Netflix, ça peut être Google, on en a parlé, Amazon, Apple, etc. Mais ce sont des sociétés différentes et elles ne forment pas un complot, c'est-à-dire qu'elles sont en rivalité les unes avec les autres. Mais je crois que pour bien comprendre les enjeux aujourd'hui, il faut d'abord revenir au numérique. Ce sont des entreprises du numérique et il y a une spécificité dans le numérique qui tient au fait que la nature de la possession est différente. L'information se duplique sans coût et elle se transporte sans aucun coût. Ça a des conséquences sur le type d'économie qui va naître à partir du numérique. Par ailleurs, on a affaire à une ingénierie qui est extrêmement difficile, qui demande énormément de savoir mathématique et qui se construit collectivement. C'est-à-dire que ça n'est pas un ingénieur qui est capable de fabriquer quelque chose, de le concevoir. Ça n'est pas une entreprise qui va décider à un moment qu'on va faire un produit et qui ensuite va ordonner à ses ingénieurs de le concevoir, puis ensuite à des ouvriers de le réaliser. C'est beaucoup plus compliqué et ça demande une collectivité extrêmement large de conception, de correction, de retour d'utilisateurs. Et c'est tout ça donc qui progressivement, avec Internet, on en a parlé tout à l'heure, dans les années 60, mais ensuite les premiers essais de programmation avec le logiciel libre, ensuite avec la fin des années 80, le début des années 90, l'apparition du web, qui est différent d'Internet, je crois que c'est très important de le comprendre, et puis ensuite l'enthousiasme qu'il y a eu dans les années 90, où on cherchait ce qu'on appelait un modèle économique, c'est-à-dire on cherchait à rentabiliser les investissements dans ces domaines-là. C'était une question compliquée. En France, à l'époque, nous avions le Minitel. Et c'était assez simple parce que c'était des opérateurs téléphoniques qui avaient toute puissance et qui savaient facturer. Et puis est apparu ces choses très étranges qui étaient ce qu'on appelait les autoroutes de l'information, avec cette circulation massive d'informations et avec cette idée qu'un jour ce serait rentable. Mais on ne savait pas comment ce serait rentable. Et il n'y avait pas de plan derrière. Et puis progressivement, on a rentabilisé d'une façon très curieuse. On a rentabilisé en distribuant des choses gratuitement. À partir des données. À partir des données, mais pas seulement des données. Et c'est cette logique-là, je pense, qu'il convient de comprendre. C'est la logique, pour essayer de rendre un petit peu concret, c'est la logique de Google Maps, par exemple. C'est la logique de Google en général. Vous utilisez un service, le moteur de recherche. Et Google, les jeunes gens qui ont fait Google dans les années 90, c'était pas des hippies, ils sont venus bien après, mais ça c'est juste une question d'anachronisme. C'est une génération d'après. C'était des immigrants russes, ça n'a rien à voir. Mais peu importe. Donc, les dirigeants de Google avaient l'idée qu'avec Internet, on avait une immense circulation d'informations et ils voulaient être le carrefour de l'ensemble de l'information. Ils avaient un projet politique.
Et je crois qu'il faut le dire, et je suis d'accord avec ce qui a été dit, ils ont un projet de modélisation de la société, modelage de la société, mais c'est un projet politique dès le départ. Mais ils n'avaient pas de perspective économique très très claire. Donc ils ont développé leur moteur de recherche, il y avait d'autres moteurs de recherche avant, ils ont été un peu meilleurs que les autres, et ils ont bien compris qu'ils pouvaient emporter la mise. Et en même temps, ils ont compris très vite que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail collectif. Et donc il faut prendre ce qu'on appelle les retours d'usage, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de tout le monde. Et c'est ça qui a conduit à ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire qu'il fallait reprendre sur l'échelle de la planète entière toutes les données, tous les bruits, toutes les rumeurs, pour essayer de les interpréter et de les utiliser pour changer la conception des choses. Et c'est ce qui rend le résultat pertinent. C'est ce qui rend le résultat pertinent. Alors ça se fait sur, on a parlé de Google, mais si vous regardez sur Facebook, c'est quand même une histoire incroyable. Je veux dire, des gens qui se disent, on va mettre en contact, on va faire un réseau de copains, et ça va suffire à gagner de l'argent. Les gens n'avaient pas d'idée de la façon dont on pouvait gagner de l'argent, et c'est très étrange. De même, les tweets, c'est quand même incroyable. On peut échanger des livres entiers, ça ne coûte rien du tout, on peut échanger des courriers électroniques. 140 caractères. Et bien, tout d'un coup, ça flambe. Donc ce sont des idées totalement originales qui, pour différentes raisons, l'ont emporté. Alors après, bien sûr, la question, c'est de savoir comment ça marche. Pourquoi on gagne de l'argent là-dessus? Moi, j'ai une théorie selon laquelle on est dans un monde qui est profondément transformé. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était le fait d'avoir l'information qui vous donnait du pouvoir. Et là, c'est renversé. C'est-à-dire qu'il y a trop d'informations. On est épuisé, on est soumis à une surcharge cognitive. Et donc, ce qui compte, c'est pas tellement d'avoir l'information, parce qu'on l'a tous à notre disposition. On n'est plus, on a parlé tout à l'heure des différentes dystopies de 1984, et certains disaient, ça anticipe ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Pas du tout. Moi, je pense que 1984, c'était la logique du stalinisme. Ça n'avait rien à voir. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je pense que ça n'est pas une logique sécuritaire telle qu'elle existait auparavant. Mais c'est une autre logique, c'est-à-dire que pour gagner de l'argent, il faut être visible. Et c'est toute la difficulté, et c'est toute l'ambiguïté. C'est pour ça aussi que les gens se sont enthousiasmés pour les réseaux sociaux. Les jeunes gens ont compris ça et voulaient se montrer. Il faut absolument se montrer et il faut se mettre en valeur. Et toute la question, c'est celle du référencement. Et en même temps, bien sûr, il faut se mettre en valeur avec des côtés positifs. Et donc, on va rejoindre notre propos tout de suite. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Et donc, effectivement, on veut agir pour le bien de l'humanité. La devise de Google, c'est « Don't be evil », ne soyez pas méchants. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont profondément bienveillants dans leur logique. Alors qu'ensuite, ils transforment le monde, et à mon sens, c'est ce que je dirais tout à l'heure, qu'ils ont des ambitions politiques qui sont effrayantes, mais on verra pourquoi elles sont effrayantes. Mais on ne peut pas le voir en regardant dans le passé. Donc, l'une des façons de nous vouloir du bien, c'est de s'intéresser à notre santé et de nous rendre immortels. Ils reprennent à leur compte un certain nombre d'histoires de science-fiction, dont la singularité technologique, ce sont des aventures de science-fiction, c'est une topique de science-fiction. Très tôt, dès les premiers ordinateurs, il y a l'idée qu'ils deviendraient tellement intelligents qu'ils nous dépasseraient et que soit ils nous supprimeraient parce qu'ils prendraient leur autonomie, soit nous nous hybriderions à eux, et nous deviendrions immortels. Mais je crois qu'il faut bien, pour comprendre la logique des données de santé, il faut se placer dans ce contexte un tout petit peu particulier. Et après, mais peut-être après seulement, on verra quelles sont leurs véritables ambitions politiques qui sont C'est-à-dire derrière. Finalement appliquer leur recette qui consiste à collecter un maximum de données, c'est comme un minerai, et un raffinage dans le tri et la valorisation des tendances. Philippe Breton. Oui, dans le même ordre d'idée, parce que qu'est-ce qu'on cherche à comprendre ici? On cherche à comprendre le fond de ce que sont ces groupes, ces grandes entreprises, c'est-à-dire leur culture et leurs projets. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Et leur rapport avec le transhumanisme. Et là, moi, je vais rappeler une donnée un peu historique, mais qui, à mon sens, est tout à fait fondamentale. Le père de l'informatique, des nouvelles technologies, d'Internet, ce sur quoi feront font les grandes entreprises du numérique, c'est le même père que celui du transhumanisme. C'est-à-dire qu'il y a un ancêtre commun. Et cet ancêtre commun, j'en ai parlé hier, c'est Norbert Wiener. C'est-à-dire ce mathématicien antimilitariste qui rêve de transformer les technologies en un outil du bien
La devise de Google, c'est on est contre le mal. On est presque dans une vision théologique du monde. Et je crois qu'il faut revenir à cette racine-là pour comprendre à la fois ce qui va faire la branche qui va aller du côté du transhumanisme et la branche qui va aller du côté, je dirais, de réalité économique plus précise. Alors, on voit bien dans l'histoire des grandes entreprises, celles qui ont suivi cette culture-là et celles qui ne l'ont pas suivie. Apple l'a suivi, IBM ne l'a pas suivi. IBM, ce n'est pas un GAFA. IBM, c'est une entreprise, je dirais, économique, classique, sans projet politique autre que le profit, là où Apple et les autres sociétés qu'on a nommées ont évidemment un projet. Alors c'est un projet qui s'appuie à la fois sur une culture politique qui était celle de Norbert Wiener et des fondateurs d'Apple, c'est-à-dire antimilitarisme. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame de ce point de vue-là. Une vision très horizontale de la société, une vision très individualiste et surtout une haine de l'État. L'anarchisme de Norbert Wiener, c'est de dire, au fond, ce qui fait problème dans notre société, c'est l'État, c'est le politique. Je pourrais vous renvoyer, je ne vais pas les citer ici, ce serait trop long, au texte fondateur de Norbert Wiener qui dit « Si nos sociétés vont mal, c'est à cause du politique ». Il faut donc remplacer le politique par une gestion rationnelle des décisions, et la gestion rationnelle des décisions, elle va se faire collectivement dans cette espèce de brainstorming, d'intelligence collective, que les réseaux vont permettre. Les réseaux ne sont que la conséquence de cela. Donc il y a bien un projet politique qui est, à mon sens, clairement identifié et qui est toujours présent. C'est d'ailleurs un projet transfrontalier qui n'aime pas les États, qui n'aime pas les frontières et qui essaye de se jouer des règles nationales. Mais donc il y a un volet qui essaie de s'appliquer à la santé de l'humanité. Alors c'est là, si tu me permets, c'est là qu'il y a, je dirais, un projet presque philosophique, presque théologique, qui s'appuie sur un nombre de valeurs. La transparence, ça a été rappelé, qui n'est pas précisément une valeur militaire, et qui a valu beaucoup d'ennuis aux apologues de la transparence par rapport au culte légitime du secret que les militaires entretiennent. Donc la question de la transparence, et je crois que les données de santé vont précisément venir se nicher sur ce désir de transparence, sur cette croyance dans la transparence. Il y a aussi une autre donnée qui est très importante pour les données de santé, c'est la croyance que nous nous réduisons à notre interactivité comportementale. C'est-à-dire que nous sommes notre comportement. Je crois qu'il y a une proposition philosophique qui est très forte, que Norbert Wiener a amenée, c'est-à-dire nous n'existons pas dans notre intériorité, dans notre éventuelle spiritualité, nous n'existons que par l'intermédiaire de nos comportements. Et que font ces entreprises? Collecter des comportements. Alors, tout à l'heure, je dirais à quel point, à mon avis, ce n'est pas efficace. Moi, je défendrai la thèse tout à l'heure que ça ne marche pas tout à fait, qu'il y a un point de vue qui est de dire que finalement, on est une somme de données, quoi. Oui, avec cette notion fondamentale que Turing et Wiener ont amenée dans le champ intellectuel, qui est que la pensée peut se résumer à de l'algorithme, que nous ne pensons pas au sens où les anciens pensaient que nous pensions, mais que les algorithmes peuvent tout à fait représenter la pensée et que, on peut transporter les algorithmes du cerveau qui les a produits vers d'autres machines. Et ce sont avec les algorithmes que l'on collecte les données. Et c'est d'ailleurs là, à mon sens, une limitation profonde de ce type de collecte de données, y compris les données de santé. Alors on va y revenir, mais je vais passer la parole à Monsieur Labbé parce que, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit à ma gauche. Sur l'imbrication avec l'appareil militaire, c'est bien parce qu'il n'y avait pas de modèle économique au départ que ces entreprises ont été financées sur fonds publics et aux États-Unis et sur des fonds du Pentagone et ensuite de l'appareil sécuritaire. Il suffit de regarder les chiffres de l'argent injecté par l'appareil sécuritaire dans cette industrie du numérique. Mais Ensuite, sur la transparence. Comment ça s'explique qu'ils aient accepté ça? On ne va pas aller très très loin sur ce dossier parce que c'est pas tout à fait notre sujet, mais comment on peut expliquer qu'ils aient accepté de l'argent de l'appareil militaire alors qu'ils détestent l'État et qu'ils sont pacifistes? C'est peut-être, ce n'est sûrement pas la seule contradiction justement par rapport à ce qui nous est vendu, ce qui est l'idéologie qui est présentée et le résultat. Aujourd'hui, la conséquence le monde dans lequel nous vivons est un monde sécuritaire, est un monde de surveillance. Et la transparence, elle est à sens unique. Et dans ce sens, pour les militaires,
la transparence à sens unique, oui, c'est une valeur militaire, ça s'appelle le renseignement sur l'autre. Et au jour d'aujourd'hui, l'Allemagne, là où vous aviez 170 000 agents de la Stasi, 500 000 mouchards à remplir quotidiennement des fiches de police, aujourd'hui, la capacité des agences à surveiller les citoyens allemands, mais aussi nous, est démultipliée par rapport à ces possibilités. Démultipliées tout simplement par les outils qu'on a tous dans la poche, à commencer par notre iPhone, et qui sont tous en possibilité de contrôle des grandes agences de renseignement. Alors, effectivement, ça me donne l'occasion de vous repasser la parole sur une question pour laquelle je n'ai pas eu de réponse, qui est effectivement cette question de la transparence des données. Dans le milieu médical, moi je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'on a quand même une certaine culture du secret et en tout cas de la protection des données. Vous collectez depuis longtemps, j'imagine, au CNRS, des données de santé. Vous voyez apparaître ces acteurs qui les collectent à tout va, qui demandent d'ouvrir les fichiers. Comment est-ce que vous répondez et est-ce que ça interroge vos propres pratiques? Alors, bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, sur l'aspect sécuritaire du monde, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, mais là, je crois que vous serez irréconciliable, donc on va laisser ça de côté. Ça nous conduirait beaucoup plus loin. Et même sur l'aspect militaire, les découvertes, enfin, plus exactement, ce qu'a expliqué Snowden sur le fonctionnement de l'armée américaine, enfin plus exactement du renseignement américain, laissait entendre que c'était relativement faible. Parce que si on regarde les chiffres, il y a très très peu d'argent. C'est de l'ordre de 20 millions de dollars par an. Enfin, c'est quelque chose de dérisoire. Et ce qu'on pense, c'est qu'ils ne savent pas très bien utiliser toutes ces informations. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse sur laquelle on pourra peut-être revenir tout à l'heure. Nous allons maintenant parler des données de santé. Alors, on dit que ces données sont transparentes. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Disons qu'il y a une idéologie de la transparence, mais ça ne veut pas dire que les données appartiennent à tout le monde. Il y a des données dont on veut qu'elles soient ouvertes pour le bien de l'humanité. Par exemple, en France, la loi sur la République numérique a exigé que les données qui sont obtenues sur des fonds publics soient accessibles à tout le monde. Ça pose un certain nombre de questions. Ça pose des questions. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Oui. D'une donnée Vous faites une recherche dans un domaine, et donc vous la faites avec des fonds publics. Ça peut être dans le domaine médical, ça peut être dans le domaine de l'astrophysique. Et à ce moment, vous mettez ces données en accès libre. Donc ça, c'est tout à fait positif, parce qu'on se dit c'est le patrimoine commun sur fond public, et donc c'est une belle idée. Alors, il y a deux limites à ça. Il y a d'une part le caractère personnel des données. Est-ce qu'on peut mettre en accès public toutes les données médicales d'une expérimentation qui est faite dans un hôpital? Non. Alors on dira qu'il faut anonymiser. On reviendra peut-être sur l'anonymisation, mais il ne faut pas se leurrer. L'anonymisation est une opération extrêmement compliquée qui ne se fait qu'en dégradant les données. Et a priori, si on se contente simplement d'enlever les noms, on est capable de retrouver toute l'information. On peut peut-être expliquer pourquoi, pour que les gens comprennent bien, mais si vous avez des dossiers médicaux, vous avez besoin de connaître l'âge du patient, son sexe, de savoir où il est né et de savoir où il vit. Maintenant, vous enlevez son nom, vous avez sa date de naissance, son lieu de vie, son lieu de naissance et son sexe, et vous êtes capable de le retrouver extrêmement facilement. Vous n'avez donc rien anonymisé du tout. Donc c'est un problème compliqué. Donc ça, c'est la première limite, le problème des données personnelles. Nous reviendrons peut-être sur les données de santé et sur les grosses données, parce que la CNIL prend des positions qui sont tout à fait discutables sur ce sujet-là, parce que, à mon sens, elle se trompe de guerre. Elle est complètement à côté de la plaque. Mais ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. La deuxième limite, c'est que ça, ce sont les données publiques, les données qui ont été obtenues sur fonds publics. Mais vous avez beaucoup d'autres données personnelles qui sont recueillis par ces grands acteurs que nous avons notés tout à l'heure, par exemple par Facebook, par exemple par Twitter, des tweets de santé sur l'état des gens qui échangent, ou alors les tweets, les requêtes sur Google. Et ça, ce sont des données privées. Google n'a jamais
dit qu'il allait donner l'ensemble des bases de données qu'il a à sa disposition à l'ensemble de la communauté scientifique. Donc là, ce ne sont absolument pas des données privées. Donc vous avez une transparence un peu compliquée dans ce monde. C'est une idéologie de transparence. Non, mais je crois qu'on a affaire aujourd'hui à un monde qui a vraiment changé. Dans le monde stalinien, pour le dire brutalement, quand on voulait cacher quelque chose, on caviardait, on masquait, on gommait sur les images. Il y a un très beau roman de quelqu'un qui est presque mon homonyme, Jean-Michel Guénoncé, où justement il est question de gommage sur les images. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Si vous voulez masquer quelque chose, qu'est-ce que vous faites ? Donc la CNIL, pour revenir à elle, et l'Europe dit on va exiger le droit à l'oubli. C'est-à-dire on va exiger que Google enlève l'information. Alors Google a dit, nous on est gentil avec tout le monde, on va faire plaisir aux Européens. Ils ont accepté, effectivement, de déréférencer, ce qui n'est pas effacer l'information. L'information est toujours présente. En réalité, ils se moquent du monde, parce qu'ils disent on déréférence pour les Européens, mais on laisse les informations sur pour le reste du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On ne gomme plus l'information. Si on veut masquer quelque chose, on utilise la stratégie des radaristes. C'est-à-dire qu'on rajoute de l'information superfétatoire. Vous savez, on brouille l'image avec d'autres informations. Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un a une information qui le gêne, il fait appel à une société qui, non pas ne le déréférence pas, mais qui rajoute d'autres informations qui font que l'information gênante va être noyée. Elle va apparaître dans des pages très très éloignées à l'intérieur de Google. Marc Labbé. Je nuancerai quand même c'est la capacité des GAFA à contrôler l'information. Moi, en tant que journaliste, je la ressens d'année en année de plus en plus forte. Alors, pas au Canard enchaîné, parce que effectivement, le journal est indépendant financièrement. Mais dans les autres journaux, aujourd'hui, il existe un fonds d'aide pour le numérique qui est abondé, entre autres, par Google. Cet argent déversé dans les journaux qui sont aujourd'hui en difficulté pour officiellement les aider à la transition du numérique, met en place des systèmes d'autocensure. C'est-à-dire que vous limitez, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Google met la main à la poche, à partir du moment où vous donnez de l'argent à des entreprises de presse, vous limitez quand même l'envie d'aller enquêter sur les dessous de l'industrie du numérique. De même, Apple a noué des relations avec les entreprises de presse pour leur version numérique. Il faut savoir que Apple a un droit de regard sur le contenu de ces versions numériques et que régulièrement, et bien évidemment, il n'y a pas de publicité sur ces censures, c'est de la censure douce, mais régulièrement, Apple va retoquer telle ou telle image ou telle information. Alors, donc, on s'éloigne là un petit peu, mais donc du coup, je vais essayer de recentrer le truc, c'est-à-dire qu'effectivement, dans cet immense aspirateur à données auquel se livrent les géants de la Silicon Valley, qu'est-ce que ça nous pose comme question justement sur la censure ? Parce que est-ce que ce sont des acteurs, par exemple, qui choisissent leur programme de recherche et qui sont en mesure de faire accélérer certains programmes, y compris dans la recherche publique, ou alors, et notamment en fournissant la recherche publique avec une partie de leurs données. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé, ou alors est-ce qu'ils restent chez eux ? Il faut d'abord dire, avant tout, que les données sont un moyen extraordinaire, quand même, pour la science médicale. Il y a un aspect très positif de cette utilisation des données, parce que ça permet de faire des prédictions.
Si on arrive à détecter une épidémie avant qu'elle ait lieu, je ne suis pas médecin, mais je peux quand même en voir l'intérêt. Tout à fait. Il y a ça, et puis il y a tout un tas d'autres applications dans le domaine médical qui utilisent des masses assez conséquentes de données pour essayer de mieux comprendre un certain nombre de problèmes, pour faire des diagnostics, pour éventuellement anticiper un certain nombre de conséquences néfastes. Donc tout ça est très positif. Et là, ce ne sont pas seulement les GAFA, ce sont l'ensemble des technologies de l'information qui sont à l'œuvre. Donc avant cette notion de GAFA, il y a ça. Alors ensuite, ces données de santé, elles peuvent être utilisées à la fois pour des objectifs tout à fait louables, pour mieux soigner, pour augmenter le bien-être, parce qu'il n'y a pas seulement le soin, j'insiste sur cette notion de santé, si on reprend la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être, au sens, je crois, physique, moral, etc., mental, donc et c'est dans cette perspective que ça se développe. Mais ensuite, bien sûr, il y a sur ces utilisations de données d'autres objectifs. Alors, il y a deux types d'objectifs. Il y a des objectifs financiers. C'est-à-dire que les données de santé, ce n'est pas seulement le bien-être, c'est aussi être capable d'anticiper l'évolution de l'état de santé de quelqu'un. Donc ça permet d'étudier les risques. Étudier les risques, ça va permettre à des assurances, à des caisses de retraite, de mieux cibler, éventuellement d'adapter les primes. Et donc la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire jusqu'à quel point le caractère mutualiste d'un certain nombre de grandes entreprises va subsister. Parce qu'actuellement, effectivement, les grandes compagnies d'assurance sont en train de nouer des alliances avec les producteurs d'objets connectés et pour récupérer une partie des données et effectivement améliorer la connaissance de leurs assurés. Est-ce que ça nous mène où, en fait? Est-ce que... C'est exactement ça. Le risque, c'est la perte du caractère mutualiste d'un certain nombre de... Est-ce que c'est légal aujourd'hui, une assurance qui dit, 20% de réduction si vous mettez ce bracelet connecté? Est-ce que pour l'instant, on peut le faire? Et plus 20% si on détecte que le week-end, vous êtes resté chez vous à siffler des bières? Alors ça, je ne saurais pas me prononcer sur le caractère légal. Je sais qu'aux États-Unis, il y a quand même une très grande évolution des modèles de primes d'assurance qui sont liés à ces systèmes prédictifs. Il y a un livre qui est sorti l'an dernier d'une mathématicienne américaine qui s'appelle Catherine O'Neill et il a un très beau titre, Weapon of Mass Destruction. En anglais, ça pourrait être arme de destruction massive, mais en fait, c'est weapon of math au sens mathématique destruction. Elle joue sur les mots et elle montre comment ces systèmes prédictifs sont extrêmement pernicieux pour la société américaine. Elle le montre dans beaucoup de domaines. Ça peut être le domaine de la santé, avec ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être le domaine des assurances automobiles, même chose. Ça peut être le domaine judiciaire, parce qu'on établit les peines en fonction de la probabilité de récidive. Et donc ça, c'est une évolution qui est extrêmement inquiétante. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que face à cette évolution, face à la maturité de ces services et de ces algorithmes qui parviennent à prédire finalement les comportements et puis le niveau de risque, j'ai l'impression qu'en termes de réglementation, il n'y a pas grand-chose en face pour essayer de garder une solidarité à l'échelle d'un pays. Alors, pour l'instant, en tant que je sache, effectivement, la réglementation est ambivalente. Alors moi, j'ai eu des contacts avec des assureurs et je leur ai posé la question. Et ils m'ont dit « Ah non, pour des raisons éthiques, nous ne ferons jamais ça ». Et en même temps, ils n'ont pas arrêté de me parler de ces évolutions. Donc il y a un très grand malaise des assureurs aujourd'hui qui sont très gênés par rapport à cela. Je voudrais ajouter quand même un deuxième point, parce que ça c'est un aspect, une facette de l'utilisation des données de santé aux États-Unis. Une deuxième facette, ça rejoint la table ronde précédente, ça rejoint le thème du colloque, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'immortalisation, en tout cas la firme Calico qui a été évoquée tout à l'heure, California Life Company, étudie le génome
pour essayer de trouver le bain de jouvence, c'est-à-dire essayer de voir ce qui, dans notre Constitution, est responsable du vieillissement, avec l'idée, voilà, c'est ça, qu'on va pouvoir vivre plus longtemps, et d'autre part... Qui veulent étudier le vieillissement, non pas pour être capable pour être capable de l'arrêter, quoi. Exactement. Ouais. Et pour, disent-ils, soigner énormément de maladies. Et donc, vous voyez, il y a ces deux volets qui sont complémentaires et sur lesquels je pense qu'il sera intéressant de discuter après pour essayer d'en comprendre la finalité ultime. Philippe Breton. Oui, drôle de débat, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes. On se dit, au fond, c'est notre vie privée qui va être projetée dans un espace public, ou plutôt dans un espace commercial qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a une vraie inquiétude du public. Mais je crois qu'il faut s'interroger, je vais prendre un peu le contre-pied, il faut s'interroger sur l'efficacité réelle de tout ça. Vous parlez d'une idéologie, dans quelle mesure ça marche ? Alors bien sûr, il y a une tentative de la part de ces entreprises, mais comme je dirais de toutes les entreprises commerciales, il y a une tentative d'emprise, il y a une tentative d'arraisonnement et d'utiliser la connaissance de nos comportements, de notre identité pour faire des profits. Ça c'est clair, et d'ailleurs il n'y a aucun complot, ils le disent, ils le font, ça, pour un coup c'est tout à fait transparent. La question est de savoir si ça marche. Alors je voudrais introduire une notion qui me paraît importante pour bien comprendre de quoi il s'agit, c'est la notion de double virtuel. Nous avons tous un double virtuel qui est composé de l'ensemble des données qu'on peut collecter sur nous. Ce double virtuel, c'est évidemment la seule dimension auquel ces entreprises peuvent accéder. Ils n'accèdent pas à nous en tant que personnes privées, ils accèdent à des comportements qui sont transformés en données. Et ils essayent de faire quelque chose, de bricoler quelque chose avec ces données. Alors, il y a deux aspects. Il y a les données collectives. On n'a pas attendu Google pour faire des enquêtes épidémiologiques. Le concept, il n'est pas vraiment novateur pour Google. Mais l'interrogation, c'est sur le privé. Est-ce que ma vie privée va être dévoilée ? Est-ce que la frontière auquel nous tenons tous ici, vie privée, vie publique, va être menacée par ça ? Et moi, je défendrais volontiers l'idée que notre double virtuel, oui, Google s'en empare, mais il ne s'empare pas de grand-chose avec ça. Parce qu'il ne s'empare pas de notre il n'a pas accès à notre antériorité, il n'a pas accès à notre identité profonde, même s'il faut faire attention. On a vu sur Facebook des gens qui essayent de mettre leur identité sur Facebook, mais même ça ne marche pas. Donc je crois que, y compris la question de la prévisibilité, je ne suis pas sûr que ces données qui sont collectées, elles permettent de prévoir bien sûr l'une ou l'autre chose, mais je ne suis pas sûr qu'elles permettent une prévisibilité. On chope des données du passé, mais on n'attrape pas la dynamique de ces données. Et je crois qu'il n'y a pas, effectivement vous avez raison de dire que ce n'est pas comme la Stasi, il n'y a pas des gens à Google derrière l'écran à se dire est-ce que M. Ganassia, est-ce que M. Philippe Breton a eu son pouls aujourd'hui qui a augmenté pour pouvoir lui proposer un médicament. Ce sont des algorithmes qui travaillent ces données, ces milliards de données, et là aussi on touche une limite parce que l'algorithme, il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas grand-chose. L'algorithme, il peut attraper des données, mais dans les données même, il ne peut attraper que ce qui est mécanique et prévisible. Et moi, je dirais volontiers qu'au fond, ces grandes entreprises s'épuisent à essayer de nous attraper et que nous leur échappons en permanence. Et qu'il ne faut, de ce point de vue-là, pas grossir la menace. Il faut bien sûr mettre des réglementations. Bon, je crois que personne ne va nier ça. Il faut protéger la vie privée. Mais je dirais même presque, ne serait-elle pas protégée juridiquement que le seul moyen des données, des algorithmes, ne permettrait pas de nous saisir. Nous sommes des êtres vivants et notre double virtuel est une pâle copie de ce que nous sommes en réalité. Alors, oui. Par exemple, ce qui a fondé la supériorité de Google, c'est les fameuses publicités ciblées. Ces publicités ciblées, ça fait 15 ans que c'est un échec total. Puisque Google est incapable de détecter que c'est à ce moment-là que vous en avez marre de votre canapé et que vous voulez en changer. Et puis à partir du moment où vous êtes allé sur Internet, vous avez regardé les canapés et vous avez des pubs de canapés pendant 3 semaines alors que c'est bon, vous l'avez acheté. Donc ça, c'est clair, la publicité, ça fait cibler, ça ne marche vraiment pas. En revanche, les algorithmes, et là où je ne suis pas d'accord avec toi Philippe, sont auto-apprenants. Et ils sont chaque jour un petit peu plus fins. Ils sont capables aujourd'hui de détecter si une femme est enceinte bien avant qu'elle le sache. Et ça, par exemple, ça marche très bien. Ça marche tellement bien qu'ils en sont maintenant à savoir qu'est-ce qu'on fait de cette information. Parce que si on lui envoie une publicité ou des produits ou des promotions
alors qu'elle ne sait pas elle-même qu'elle est enceinte, elle risque de mal le prendre. Et ils en sont là. Donc il y a quand même, ah si, je t'assure, il y a quand même, c'est quand même efficace. Il faut quand même s'en méfier. Mais juste, je passe la parole à Christophe Labbé et puis après, Monsieur Ganassia. Sur cette mise en transparence de l'individu, en particulier sur les données de santé, il y a quand même le problème du consentement. Parce que au jour d'aujourd'hui, si on n'adhère pas à cette idée que via tout un tas d'outils, on nous dépouille de nos données gratuitement en plus, et on va les valoriser par un circuit plus tard et hautement les valoriser par un mécanisme, et on nous en dépouille gratuitement. Le consentement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen ? Quand vous achetez un iPhone, les derniers iPhones, vous avez une petite application qui est introduite d'office et qui va compter vos pas de manière... Oui, elle s'appelle Health, et c'est ce que chez Google, c'est pareil, c'est Google Fit. Or, quand vous regardez ces statistiques, donc Google les récupère, Apple les récupère, pour en faire quoi ? C'est d'une intrusion incroyable, puisque vous pouvez même en détecter la période où vous avez attrapé la grippe, vous avez été malade, la période. Vous pouvez en retirer un sens caché incroyable. Vous n'avez pas la possibilité d'enlever ces applications et vous est fourni d'office. L'idée du consentement, c'est quand même quelque chose, et même plus loin, la place du citoyen, puisque grâce aux algorithmes aujourd'hui, de plus en plus, les GAFA parlent de gouvernance algorithmique. Donc cette gouvernance algorithmique, quelle sera la place du politique à terme ? Les politiques de santé publique, est-ce qu'à terme ce sont des algorithmes qui vont en décider ? Oui, en partie. On va passer un petit peu la parole à Léa. Juste une petite... allez-y, et puis après on passe la parole à Léa avant de prendre les questions dans la salle. Pour répondre à ce que Philippe Breton a dit, je suis d'accord, les systèmes prédictifs ne prédisent pas l'évolution d'un individu. Il ne s'agit pas... Et c'est là, je crois, où on est dans une logique totalement différente de celle du stalinisme qui s'intéressait à l'individu. On voulait le pister pour éviter qu'il se révolte contre le système. Là, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des réalités statistiques que les gens veulent essayer de saisir. Et effectivement, statistiquement, ce qu'ils anticipent, c'est ça marche remarquablement bien. Alors, bien sûr, ça peut être contraire à l'éthique. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, par exemple, on fixe les primes d'assurance voiture en fonction de différents critères, dont votre code postal. Ce qui fait que si vous êtes dans une zone qui est plutôt mal famée, ça n'a rien à voir avec votre comportement. C'est exactement ce qui se passe. Et on peut multiplier les exemples là-dessus. Donc c'est ça la réalité du monde contemporain. Oui, tout à fait. Léa ? Oui, pour rebondir un petit peu à ce que vous étiez en train d'expliquer, vu qu'on a du public, autant en profiter, est-ce qu'on pourrait donner quelques astuces concrètes pour essayer de limiter un petit peu cette transmission de données qui, comme vous l'avez dit, se fait parfois à l'insu des internautes, des usagers de smartphones, etc. Moi, j'ai une solution. Lorsque vous utilisez Google, on a dit tout à l'heure que vos requêtes sont aspirées. Il existe un moteur de recherche français. Il s'appelle Quant, QWANT. Vous le mettez par défaut sur votre navigateur. Et donc, chaque fois que vous tapez une requête, elle ne sera pas aspirée puisque Quant s'engage à ne pas aspirer, à respecter la vie privée. Et si jamais un jour une requête ne reçoit pas de réponse satisfaisante sur Quant, à ce moment-là, vous pouvez aller sur un autre moteur de recherche, donc Google, mais ce sera exceptionnel. Alors, il y a effectivement ça, et puis il y a aussi le consentement. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de dire non à ces services qui promettent beaucoup. Ceci dit, dans les paramètres de Google, on peut tout effacer.
Je crois qu'on ne peut pas les désinstaller, mais on peut les désactiver dans les paramètres. Tu peux supprimer tes données. Mais on peut pas empêcher qu'ils aspirent les... Juste un mot, il y a quand même un problème qu'il faut aborder, c'est que moi, je forme des étudiants en journalisme. Alors eux, ils sont très intrigués par la manipulation, parce qu'ils ont peur de la manipulation. Alors quand ils vont sur Google, ils disent on va se faire manipuler. Je leur dis le problème, c'est pas la manipulation sur Google. Le problème, c'est la mauvaise qualité. 90% des données sont des données de très mauvaise qualité. Alors vous pouvez faire tourner les meilleurs algorithmes du monde, si vous rentrez de la poubelle, il ressortira de la poubelle. Donc un des problèmes, à mon sens, de Google aussi par rapport aux données, c'est qu'on a supprimé les filtres traditionnels qui permettaient de hiérarchiser les données et de dire ceci est une donnée fiable, ceci est une donnée beaucoup moins fiable. On a supprimé ces filtres-là et on considère comme égale toute donnée à partir du moment où elle est sur Google. Ça me paraît moi un problème beaucoup plus essentiel que d'éventuelles tentatives de manipulation ou de prélèvement pour essayer de faire je ne sais quoi. On n'est pas à Gotham City, on est dans une société où je pense qu'un des apports de ces nouvelles technologies est d'avoir dégradé la qualité des données et dégradé la qualité de l'information. Ça par contre c'est un effet réel. Oui. Alors, des questions dans la salle, Nadia et Israël, nos porte-micros de choc. Je vais me permettre la première question. Je suis assez bien Philippe Breton sur la qualité des données. Et pour essayer de gérer des données médicales depuis très longtemps, il y a toujours eu une opposition par le sommet entre quantité et qualité. Si vous recueillez des données médicales sur 1 million de femmes, et ça s'est produit, vous avez des données de si mauvaise qualité que les conclusions que vous pouvez en tirer sont éminemment contestables. Et je me suis aperçu, et c'est ça que je voudrais avoir votre avis là-dessus, c'est que recueillir de la donnée comme on pêche du poisson avec un filet, en n'ayant pas posé les questions préalablement, ça donne pratiquement jamais rien. Et beaucoup de chercheurs ont essayé de dire je vais informatiser le dossier médical. Et quand 10 ans plus tard, ils se demandent tiens, je vais poser une question à toutes ces données, il n'y a juste pas la réponse parce qu'on n'avait pas posé la question. Est-ce que vous pensez que cet effet de masse énorme des données de santé peut avoir un quelconque sens? Est-ce que la pêche aux données de santé peut déboucher sur quelque chose d'utile ou sur quelque chose ne serait-ce que de juste sur le plan scientifique? J'ai un petit doute. Alors, Philippe a répondu non. Donc, c'est un peu le pari ce qu'on appelle les big data ou les masses de données. Alors, qu'est-ce que c'est les big data? Ce sont d'abord des grandes quantités de données, mais il y a deux autres points qui, je crois, sont extrêmement importants. C'est, d'une part, qu'il y a une acquisition continue de ces données. C'est le filet de pêche dont vous parlez tout à l'heure. Contrairement à la démarche expérimentale telle qu'elle a été introduite avec Galilée, puis qu'elle s'est développée, et dans le domaine médical, elle a été, je crois, formalisée, entre autres, par Claude Bernard. Il y a l'idée, dans une démarche expérimentale, qu'on part d'une hypothèse. Et qu'ensuite, à partir de cette hypothèse, on va construire un dispositif matériel, et puis on va, à partir de ce dispositif, c'est une expérience. Une expérience, ça vient de péril. C'est-à-dire qu'on met l'hypothèse en danger, on recueille des observations et on confronte avec ce qu'anticipe la théorie. Et ça permet, bien sûr, un cycle vertueux qui va permettre de faire des progrès. Ça donne une preuve. Dans le cas qui nous intéresse, c'est pas ça. On part de plein de données, et ensuite on fait des expériences sur les données. Ça s'appelle des expériences in silico. Alors ça peut rendre des services considérables parce qu'on a beaucoup de données. Ça a des vertus. Mais ce qu'on utilise, ce qu'on détecte à partir de ça, ce ne sont pas des vérités, ce sont des corrélations. À partir de ces corrélations, il faut ensuite avoir une démarche scientifique qui va permettre de les valider. Mais il y a quand même une puissance extraordinaire de ces techniques de fouille de données. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une révolution dans le domaine scientifique qui est liée à ce type de traitement sur des très, très grandes masses de données dans beaucoup de domaines. Je me demandais en vous écoutant, je suis là, est-ce que les big data, les algorithmes peuvent aussi altérer le jeu démocratique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut biaiser la démocratie? Donc si on va sur le terrain du politique, à la fois dans la connaissance, dans la prise de conscience du citoyen, mais également dans ses choix. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Orienter leurs choix Christophe Labbé, pour vous ça?
Il me semble que c'était dans On a- votre livre. Actuellement, il y a une peur, il y a une grosse inquiétude actuellement des autorités sur la possibilité de perturber Voilà. la campagne électorale au regard de ce qui s'est fait aux États-Unis. Cette inquiétude, elle est réelle et elle mobilise actuellement plusieurs services de l'État. Mais voilà. Donc, oui, ces outils, manifestement, peuvent influencer, troubler, fausser Voilà. le jeu citoyen. Et même si, effectivement, on le disait tout à l'heure, les données, tout est mis au même niveau. Et ça aussi, ça participe à troubler. C'est-à-dire quand vous faites une requête sur Google, vous n'avez pas de pertinence par rapport à la validité de l'info. On est d'accord là-dessus. Mais se surajoute aussi là-dessus la possibilité quand même de manipuler l'info, de faire apparaître certaines infos en priorité par rapport à d'autres et d'induire et de fausser, voire le jugement. Absolument. Oh oui, Philippe Breton. Non, mais c'est une question de fond parce que bon, aujourd'hui, on sait bien que tout le monde doute un peu au fond de lui-même de la capacité des hommes politiques à prendre des décisions qui nous concernent. Même si nous défendons le politique, nous avons quand même un doute. D'expérience en doute. L'espèce humaine a fait 3 expériences de prise de décision. Le mythe nous dit ce qu'il doit faire, c'est les sociétés traditionnelles. Le prince dirige, le prince qui se transforme en dictateur. Et puis, l'assemblée des gens qui se réunissent, qui élisent des délégués, qui vont s'occuper du quotidien, ça s'appelle le politique. Il y a eu une quatrième proposition qui a émergé au 19e et surtout au 20e siècle. Donnons le pouvoir aux techniciens. Oui. Eux savent de quoi ils parlent, ils manipulent les bons algorithmes. Alors, voilà, on est au cœur d'une question politique tout à fait essentielle. On remarquera que le politique se défie profondément du technicien, puisque l'activité du politique, c'est justement ne pas laisser prendre les techniciens prendre des décisions. Et que les décisions soient toujours prises en fonction d'autre chose que de la rationalité de la décision, en fonction de l'intérêt général ou d'une représentation de l'intérêt général. On peut se livrer demain aux algorithmes, mais vous pouvez le faire, chacun d'entre nous peut faire l'expérience. On prend tous les jours plein de décisions, tout au long de la journée, jouez-les au dé. Est-ce que je vais au cinéma ce soir ou pas? Je prends mes dés. Est-ce que je sors, j'invite tel ami? Je prends les dés. On peut se livrer aux algorithmes. Vous imaginez le résultat que ça va être, c'est-à-dire on va déposséder l'humain des décisions qu'il prend. Donc je crois qu'il y a une sagesse à dire les techniciens doivent nous aider, Google doit nous aider, mais c'est autre chose, c'est une autre instance qui doit prendre les décisions. Voilà, merci. Allez, on va se tourner vers la salle. Je crois qu'il y a... Voilà. Oui, bonjour. J'ai l'impression qu'il y a un grand absent à votre débat, c'est l'individu face à ses peurs. C'est l'individu. Moi, je ne crois pas personnellement qu'on va retrouver un Big Brother. En revanche, je pense qu'on est tous des Small Brothers et que les GAFA nous encouragent à être tous des Small Brothers. Et en particulier par rapport à ce double d'information, cette ombre d'information qui nous accompagne. Bon, je ne suis pas certain qu'elle ne sera pas de plus en plus efficace. En tout cas, il est clair qu'ils veulent nous faire prendre notre ombre pour nous-mêmes et qu'ils ont de bonnes raisons pour cela. Parce qu'ils nous donnent des indications, ils nous donnent des éléments, ils disent qu'ils font ça pour notre bien, pour notre hygiène, pour notre santé, pour notre bien-être. Il y a toute une contrainte sociale par rapport à ça. Et c'est ça, cette peur qu'on a par rapport à notre propre santé, qui nous fait devenir nos propres Small Brothers. Et c'est un point essentiel, et je ne l'ai pas du tout entendu dans votre propos, cette idée qu'en fait Big Brother n'existe pas, mais il est partout, grâce aux GAFA, ou à cause d'eux. Alors, qui veut répondre ? C'est une question. Oui. C'est une Ou remarque. ajouter quelque chose à notre avis. En l'occurrence, effectivement, c'est un discours qui peut s'appliquer à l'ensemble des entreprises dont on parle ce soir, pas uniquement sur la santé. Comme là, on essaye de savoir un petit peu quels sont leurs projets dans le domaine de la santé. Oui. On ne l'a pas forcément évoqué, mais forcément, c'est pareil dans les données de localisation. On donne tous notre localisation. S'il y a quelqu'un qui est avec nous et qui lui a choisi de ne pas le faire, Google sait
que cette personne est avec nous. Donc finalement, on renseigne Google à l'insu de nos amis et de nos proches. Philippe Breton, je crois, vous voulez parler. Un mot, ça renvoie à une discussion qu'on a eue hier, c'est-à-dire l'utopie de la santé parfaite, qui fait que nous allons de plus en plus nous mesurer en permanence. Là, je viens de faire une intervention un peu émotive. Je voudrais bien mesurer en retour, en feedback, ce que ça a provoqué sur mon rythme cardiaque, parce que je voudrais... Voilà. Donc, il y a quelque part, il faut se détacher des données qui nous représentent. Il faut tout simplement vivre. Et la vie n'est pas dans les données. Les données nous aident à vivre, mais la vie n'est pas dans les données. Et je crois que c'est cette hiérarchisation-là qu'il faut faire. Madame, je pourrais donner peut-être une petite réponse, un exemple, parce qu'il est relié à la santé. Je travaille dans un gros projet, il y a différentes entreprises et je m'occupe plutôt des questions éthiques, mais en même temps c'est lié à de l'intelligence artificielle. Et il y a une de ces petites entreprises, dont je ne tairai le nom, qui veut faire pour notre bien un petit module, un petit système pour les diabétiques. Et leur idée, c'est qu'ils vous aideraient à tout moment de la journée à savoir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et l'idée, c'est d'essayer de savoir ce que vous mangez. Alors, c'est pas évident d'un point de vue technique, mais bon, en croisant l'endroit où vous êtes, si vous êtes dans un McDonald's, plus des photos, il y a l'idée qu'il y a ça, et donc vous avertir éventuellement pour vous dire de ne pas le manger, si c'est contraire à votre régime, et éventuellement, donc la question qui se posait, c'était comment rendre ce système rentable. Et l'entreprise disait, on pourrait peut-être contacter une assurance et... Voilà. Ces big data ou data sont intéressants pour beaucoup de gens, les chercheurs, les laboratoires pharmaceutiques, les ministères de la Santé et même les médecins. Donc, j'aimerais savoir dans quelle mesure ils sont accessibles à ceux qui pourraient être intéressés, ne serait-ce que pour une étude de marché. Et comme deuxième question, sur un plan purement local, quand on va chez son médecin traitant, donc il a son ordinateur où il retrouve tout ce qui vous concerne depuis le début des consultations chez lui. Est-ce que chaque fois qu'on va chez un spécialiste à l'hôpital ou même dans une autre ville chez un médecin, est-ce que tous ces gens-là ont accès à votre dossier médical ? Et qu'est-ce qu'il y a réellement dedans? Alors, la confidentialité des données médicales, et puis l'ouverture des données. Peut-être la première question c'est, que vous posez, elle est relative à l'ouverture des données. Alors, toutes les données ne sont pas ouvertes, en particulier celles des grands groupes dont nous avons parlé ne sont pas ouvertes. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont ouvertes. Par exemple, les données de Twitter sont ouvertes, ou les données obtenues sur fonds publics aux États-Unis sont ouvertes. Par exemple, tout ce qui relève de l'environnement, de toutes ces statistiques-là sont ouvertes. Et en France, il y a aussi pas mal de données ouvertes, et en Europe, il y a pas mal de données ouvertes, à condition que ce ne soient pas des données personnelles. Donc vous pourriez y avoir accès. La question, c'est d'être capable de les utiliser. Et pour ça, il faut maîtriser un certain nombre de techniques. Et c'est pour ça qu'on pense que l'honnête homme du futur doit être capable d'avoir cette maîtrise-là. Mais on pense aussi qu'il y a des métiers qui vont évoluer. Par exemple, le métier de journaliste, on pense qu'il devra être transformé, c'est-à-dire qu'il faudra que les journalistes soient capables eux-mêmes d'exploiter ces données pour les comprendre. Donc je pense que ça répond un tout petit peu à votre question. On met d'ailleurs en place des formations pour former ces journalistes. Là, on vient de mettre en place une licence lettres et informatique en se disant qu'on aura des jeunes gens qui auront une bilicence à la fois dans le domaine de la littérature pour apprendre à écrire et aussi qui maîtriseront ces différentes technologies. Alors, la deuxième question, c'est l'accès aux données du patient. Non, normalement, c'est quelque chose qui est toujours confidentiel. En tout cas, en France, il n'y a pas d'accès public aux données du patient. En France, on a été très fort. On a dépensé des milliards d'euros pour créer le dossier médical partagé, qui était une bonne idée, qui était que vos données médicales vous suivent et puis... quand vous changez d'hôpital, etc., eh bien, votre historique médical vous suit. Mais ça ne marche pas du tout. C'est dommage. Allez, je crois qu'on... Voilà, monsieur. Bonsoir.
En vous écoutant, j'imagine un scénario et je me pose une question. Ces entreprises du numérique qui ont la possibilité de collecter nos données personnelles, elles ont un projet, une idéologie, une vision pour nous, une sorte d'idéologie bienfaitrice. Ce sont des bienfaiteurs, ils cherchent à nous faire du bien. Mais je me pose réellement la question, est-ce que c'est réellement leur objectif ? Vous parlez des GAFA, mais tout à l'heure vous avez mentionné Netflix, ce qui est très intéressant parce que aujourd'hui la Silicon Valley continue à accueillir encore cette concentration d'entreprises numériques qui collectent ces données sur nous. Netflix collecte des données à travers nos visionnements, des séries, etc. Mais il y a par exemple Tesla. Tesla, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui conduit pour nous. Imaginons maintenant que ces données qui sont collectées ne vont pas seulement chez Tesla, mais vont également chez Google et vont également chez Apple. C'est déjà le cas. D'accord, ben alors... Non, mais on vous écoute, on a encore le temps, je vous en prie. D'accord, le scénario devient encore plus réaliste. Imaginons qu'on a ce bracelet avec nous qui indique qu'on a un taux d'alcoolémie qui est au-delà de la réglementation. On est en train de conduire et on communique en même temps les données sur notre santé, notre bien-être, notre état, et en même temps, l'activité qu'on est en train de conduire sur l'autoroute. S'ils veulent vraiment notre bien, qu'est-ce qui devrait se passer normalement ? Devrions-nous être interpellés ? Devrions-nous arrêter de conduire ? Et à ce moment-là, comment est-ce que ça pourrait être possible ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ça, c'est une très bonne question aussi. Hein. Alors, qui aimerait répondre à la tribune ? Qui est-ce qui est prêt en fait, à qui a nous donné son avis là-dessus? Je pourrais répondre très rapidement. Si vous avez Tesla, la voiture est autonome, elle va prendre le contrôle. Voilà. Et voilà. C'est pas très rassurant non plus. Hein, mais... Ça fait longtemps qu'on sait automatiser la conduite des avions. Et un certain nombre de gens pensent que ce serait d'ailleurs peut-être un peu plus rationnel, parce que les ordinateurs ne boivent pas. Ça arrive à un très petit nombre de pilotes, mais ça peut arriver. Mais on ne l'a jamais fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a les techniques, ce n'est pas la rationalité des techniques qui s'impose à nous, c'est nous qui... Il y a une régulation qui se fait, qui n'est pas la régulation exactement du marché, il y a une régulation. Vous accepteriez de monter dans un avion où il n'y a pas de pilote ? Franchement. Oui. Bon, moi je ne suis pas sûr, je ne fais pas de prospective, parce que on se trompe toujours en prospective, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce projet d'une voiture autonome qui va se conduire tout seul, qui est un magnifique fantasme d'ingénieur, je ne suis pas sûr que ça ne va pas à l'encontre d'une chose assez fondamentale, c'est que, je parle aux conducteurs ici, nous aimons quand même bien conduire. Oui. Il y a quelque chose qui nous donne du plaisir, alors on peut nous supprimer ce plaisir-là, mais je ne suis pas sûr que... cette voiture verra vraiment le jour. Elle existe déjà. Non, Christophe, elle a déjà vu le jour. Non, mais elle a vu le jour techniquement, mais pas socialement. Alors, techniquement, mais pas socialement. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses, qui sont la voiture complètement autonome et puis les voitures partiellement autonomes. Or, aujourd'hui, vous avez des voitures qui se garent toutes seules, vous avez des voitures qui vont, et on commence à le faire, qui vont conduire toutes seules dans les embouteillages, où c'est parfaitement ennuyeux, et puis des voitures qui peuvent conduire automatiquement sur autoroute. Alors après, il ne s'agit pas d'avoir une voiture totalement autonome, mais partiellement autonome. De même, dans les avions, nous avons des pilotes automatiques qui sont partiellement autonomes. Et ça existe. Y a pas de problème. Christophe Labbé. Un contrôle terrifiant de l'automobiliste, il se fait déjà aujourd'hui et sans utiliser la voiture, en utilisant le simple iPhone que porte l'automobiliste. Vous avez des opérateurs comme SFR qui ont déjà développé aujourd'hui des outils qui sont capables de, chez leurs abonnés, capables de dire quels sont les gens qui ont dépassé et à quel moment les limitations de vitesse. Tout simplement en analysant via des algorithmes, mais qui peuvent permettre d'individualiser ensuite les recherches, la vitesse de déplacement de l'iPhone qui va s'accrocher aux bornes. Donc il n'y a pas besoin au jour d'aujourd'hui d'aller remplir la voiture d'outils le contrôle de l'automobiliste peut se faire dès maintenant par l'iPhone qu'on a dans la poche. Mais si je me souviens bien, l'accès à ces données avait été effectivement demandé
par les forces de l'ordre, mais ça avait été retoqué à l'Assemblée. Hein. Oui, mais les outils ont quand même été développés. Israël. Et les outils existent et sont ils attendent opérationnels. le prochain accrochage Bernard, législatif. il y a d'abord quelqu'un. Non. Excuse-moi, il y a quelqu'un avant toi. Oui, monsieur. Je voulais savoir comment les GAFA font pour jouer à la savonnette avec les réglementations. On peut les énumérer, les droits fondamentaux inscrits dans la loi. Par exemple, il est obligatoire, c'est pas conseillé, de porter une plaquette avec son nom quand on est à l'interface du public vers un privé, vers un demandeur. Or, moi, j'aimerais bien que quand je suis avec une voix suave, qu'elle me dise « Je suis un ordinateur », tout simplement. Deuxièmement, ils ne payent pas d'impôts. Or, ils font des bénéfices et et ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. On serait preneur, on a des dettes. L'accès, le droit à l'image, le droit à l'oubli. On nous a expliqué qu'en fait, c'est théorique, mais c'est plus camouflé que effacé. J'ai noté. Oui, aussi l'obligation d'acheter en kit. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin ou je ne veux pas cette appli qui me surveille de trop, mais je suis obligé de le prendre. C'est un tout ou rien. Il y a aussi l'histoire de l'antitrust, GAFA. J'ai des petits copains et à nous deux, on fait une mafia, ou à nous trois. J'aimerais encore juste terminer sur un truc, c'est transhumain. La preuve, Snowden, le bien connu, est devenu une femme. Merci, monsieur, pour toutes ces questions très pertinentes. Voilà, enfin, c'est plutôt des avis. C'était plutôt des remarques, je ne sais pas si... C'est scandaleux qu'ils ne payent pas d'impôts, ça c'est clair. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais oui. C'est scandaleux, évidemment. Et puis l'idée aussi de ne pas pouvoir acheter par kit, c'est-à-dire on nous met tout dedans, et puis ben voilà... À chaque mise, téléchargement d'une application, on a encore des mouchards et des mouchards et des mouchards. Bon, Google est quand même sous le coup d'une procédure anti-concurrence à l'Europe qui va déboucher soit cette année, soit l'année prochaine et qui sera un peu saignante hein, quand même. Oui. Et d'ailleurs, s'ils se sont séparés dans Alphabet, c'est pour éviter des procédures antitrust aussi. Oui. Donc il y a quand même... on n'est quand même pas complètement démunis, hein, pour reprendre un peu le... Christophe Labbé. La réaction de l'Europe a été très tardive, très tardive. Et puis, en créant Alphabet, on voit bien qu'ils s'adaptent déjà pour trouver d'autres circuits d'évaporation. Le temps qu'ils réagissent, ils ont déjà anticipé depuis 10 ans. C'est un classique, oui. Donc, vous avez demandé la parole avant, je crois, madame. On peut laisser monsieur Bertschy. Voilà, merci. Ouais. Puisqu'il a déjà le micro. Ouais. Merci. Bon, moi, je me déplace surtout à pied et en vélo, et puis j'ai des enfants et des petits-enfants, et je me dis que si les alcooliques et les chauffards sont surveillés, je ne vois pas vraiment d'objection, je suis même plutôt pour. Donc, les algorithmes, effectivement, dirigent de plus en plus notre vie, et je pense même qu'ils décident de plus en plus de choses. Vous avez parlé aussi des avions, il y a des pilotes, mais les pilotes ne font pas grand-chose, c'est les algorithmes qui dirigent les avions, et il y a beaucoup moins d'accidents depuis que les algorithmes dirigent les avions. Les diagnostics médicaux sont faits par des algorithmes. Pas partout, mais ils le sont, et avec moins d'erreurs que les médecins. L'allocation des organes en médecine sont faits par des algorithmes. Bien sûr, c'est nous qui avons fait l'algorithme, mais le fait que tel patient a un foie, ce sont des algorithmes qui décident tout cela. Donc, de plus en plus, des algorithmes décident, et ce n'est pas toujours pour notre malheur, c'est aussi pour notre bonheur. Et moi, je suis... Laissez-moi terminer ma question. Oui, moi, je suis assez profondément attaché aux libertés individuelles par ailleurs. Et je me rends compte que le fait d'arriver à conjuguer les libertés individuelles et l'absence de nuisance aussi, parce que, pour dire, c'est une chose banale, mais ma liberté s'arrête où commence celle des autres, et ma liberté s'arrête lorsque je commence à nuire aux autres. Si je prends le volant avec 2 promilles d'alcool, je nuis aux autres. Comment puis-je revendiquer une liberté de nuire aux autres? Ça me paraît extrêmement délicat. Donc, j'ai l'impression que le pouvoir des algorithmes est en train de modifier passablement notre conception des libertés et la conjugaison de ces libertés avec le bien commun. J'aimerais savoir un peu comment vous voyez cette nouvelle façon
Ça, c'était dans votre livre aussi. Effectivement, les algorithmes sont rarement conçus pour nuire. Et si on prend un algorithme, il est toujours présenté comme apportant un service, sinon un service dont on a besoin. Sinon, il ne sert à rien. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne fait pas autre chose pendant qu'il apporte ce service? Oui. Si on prend par exemple les algorithmes qui vous donnent les musiques que vous pourriez aimer, c'est basé sur vos goûts musicaux. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce que ces algorithmes ne renseignent pas d'autres bases de données qui elles-mêmes servent à alimenter d'autres algorithmes qui tirent d'autres conclusions? Alors ça peut être des algorithmes, des services dont on a besoin ou pas du tout, parce que personnellement, j'ai pas envie de savoir combien de pages je fais avec Health. Je crois que donc sur le est-ce qu'on veut sciemment qui est-ce qui veut répondre là sur l'usage? Christophe Labbé, il voulait parler. Christophe Labbé voulait répondre sur l'usage. Oui, parce que son livre nous a beaucoup éclairé et inspiré pour la construction du programme. Donc je rappelle, avec Marc Duguin, L'Homme nu, qui est disponible ici à la librairie Kléber. On vous écoute. Sur l'usage des algorithmes, déjà, on en a parlé tout à l'heure, c'est la place de l'humain. C'est-à-dire jusqu'où on va accepter de déléguer en fait, les décisions à la machine. Et des machines sur lesquelles, en tant que citoyen ou profane, on a quand même très très peu de contrôle, très très peu de visibilité. Donc il y a cette question quand même que pose l'industrie du numérique sur la place de l'humain. Et puis derrière, il y a la place du hasard aussi. Parce que qu'est-ce que nous vendent les GAFA ou l'industrie du numérique? C'est un monde paramétré, finalement, un monde où on vidait du hasard, vidait de l'incertitude qui est source d'angoisse. Et c'est en ce sens d'ailleurs que, avec Marc Duguin, on parle de Big Mother et non pas de Big Brother. Et je suis d'accord, c'est pas le Big Brother de 84, c'est autre chose. Parce que ce consentement qu'on nous a abandonné un certain nombre de choses, la transparence, une certaine forme de liberté, etc., on l'accepte parce que justement on nous promet un monde zéro risque. La santé, c'est intéressant parce que on est au cœur de la dernière limite de ce que veulent les big data, de leur vision du monde. La santé, votre espérance de vie en tant qu'individu, vous faites quoi de votre vie? Est-ce que vous gardez la main? Est-ce qu'on nous laissera la main plus tard sur notre rapport au risque physique, au risque. Ce sont des enjeux derrière les algorithmes. Il y a quand même l'enjeu du contrôle de la société, du contrôle de nos comportements et des libertés individuelles et un contrôle en fait qui sera délégué, le périmètre de nos comportements acceptés, qui serait délégué à la machine au nom de l'efficacité. C'est un consentement non éclairé. Je crois que vous vouliez intervenir. Merci pour votre patience, Pour madame. dire que moi, je suis quand même partisan du progrès. Je pense que si on peut vivre plus longtemps, c'est pas mal. Si on peut avoir moins d'accidents de voiture, c'est plutôt bien. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très positif. Il y a quand même pas, il faut pas exagérer quand même. Hein. Mais la vraie question est un peu autre. C'est où vont ces grandes sociétés? D'abord, est-ce qu'elles constituent une mafia? J'en suis pas certain. Je pense qu'elles ont mais ça, c'est une question ouverte. Mais moi, je pense que la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles ont en tête. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'elles ont un projet politique, pas seulement un projet économique. Quand on a 500 milliards de dollars de capitalisation, on cherche pas tellement à gagner plus d'argent. Mais on cherche à avoir une emprise plus grande. Alors, quel est ce projet politique? Je ne pense pas que ce soit de se substituer aux États. Je suis d'accord avec Philippe Breton. En fait, ce sont des libertariens. Ils ont une haine de l'État et ils veulent la liberté. Moi, ce que je pense, c'est que leur idée, c'est d'assumer ce qui relevait des attributs de la souveraineté dans les pays classiques. Donc c'est d'abord la sécurité intérieure et ensuite moi je peux c'est la défense. Alors la défense, je n'y ai pas cru pendant longtemps jusqu'à ce que j'ai compris
que sur le cyberespace, ces grands acteurs, non seulement veulent se défendre contre les attaques, mais aujourd'hui, ils sont en train de négocier avec les États, ce qu'on ne sait pas encore, mais c'est vrai, ils sont en train de négocier avec les États pour avoir des armes offensives, pour être capables de prendre des mesures de rétorsion contre un certain nombre d'acteurs dont ils pensent qu'ils les ont attaqués. Donc on est en train de vivre dans un monde qui est complètement différent de celui auquel nous étions accoutumés. Et puis on peut continuer sur la monnaie, on est capable de battre monnaie, etc. Et alors dans ces prérogatives, dans ces attributs de la souveraineté, j'ai énoncé les prérogatives régaliennes, et puis il y en a d'autres, dont la santé, et donc ça nous ramène effectivement à l'objet de notre débat. Allez, madame, pardonnez-moi. Alors moi, je voudrais que vous m'expliquiez, tout à l'heure vous avez dit qu'ils sont capables de savoir qu'une femme est enceinte alors que la femme n'en est même pas consciente. Alors ça m'intrigue. Voilà, si vous voulez bien expliquer. Merci. Alors ça, c'est un exemple qui nous a été donné lors d'une conférence précédente. Et ça remonte déjà. C'était et c'est en fait en fonction des modifications exprimées c'était les données issues des tickets de caisse d'une chaîne de supermarchés. Et dans les achats, en fait, les achats étaient évidemment donc passés à la moulinette des algorithmes, et leurs variations permettaient de prédire que telle personne avait 80-90% de chances d'être enceinte. Voilà. Oui, et vous retrouvez, c'est un exemple très 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 connu, parce que les publicités pour les couffins, les couches et tous ces genres de choses sont arrivées au domicile de la personne, et cette personne qui donc était enceinte n'était pas majeure et vivait chez ses parents. Les parents ont fait un pataquès et après ils ont bien dû se rendre compte. Moi, j'ai une autre version de l'histoire. C'est pas la fille qui n'était pas au courant, c'est le père qui a reçu des informations. En fait, la fille avait fait un test de grossesse, et donc c'est les tickets d'achat de la test de grossesse, et donc ils sont arrivés à la maison des Israël Nizan. Voilà. On peut aussi se dire qu'une femme de 30 ans, c'est normal de lui envoyer de la publicité pour des couffins, et que c'est un hasard. Il ne faut pas être parano. Parce que sans quoi, moi, je reçois plein de pubs pour allonger le pénis. Et maintenant, je reçois des pubs pour les escaliers ou pour monter l'escalier assis. Donc, si on était parano, on serait très très mal. C'est bien ce que je disais. C'est-à-dire, c'est que la publicité ciblée, ça ne marche pas depuis 15 ans. Par contre, ces algorithmes nourris donc aux données et qui fonctionnent par réseau de neurones sont utilisés dans bien d'autres domaines. Alors là, ça nous fait rire parce que c'est des histoires un petit peu symptomatiques, mais ce qui a été montré, c'est qu'ils sont utilisés, par exemple, pour prédire les zones les plus criminogènes et donc planifier. Mais ça marche Philippe pas. Breton, puis après vous. C'est quand même mis en place. Alors, ça serait bien que vous parliez l'un après l'autre. Comme ça, nous, on va en profiter. Philippe Breton. Oui, non, mais justement, c'est pas pour donner la contradiction à Pierre, mais, il se trouve que je connais l'histoire de la prévision en criminologie, c'est un domaine que je connais un peu, je l'enseigne. Oui. Ça ne marche pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut prévoir le passé, c'est-à-dire on peut dire les crimes ont eu lieu là. Oui. Alors ça, on le fait très bien, c'est magnifique, on fait des cartes et tout, etc. Mais prévoir, vous pensez bien que si on savait aujourd'hui prévoir où les délits vont se commettre, il y en aurait beaucoup moins, mais ça ne marche pas parce que le délit, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui se déplace, c'est quelque chose qui ne se prévoit pas, c'est quelque chose qui a une part d'irrationalité, et les données ne saisissent pas ça. Alors, juste un mot, moi j'insiste sur ma proposition radicale, les données, y compris les données de santé, ne disent rien sur nous. Et je vais prolonger ça, je ne suis pas médecin. Le médecin, lui, quand il soigne le malade, il accède à un certain nombre de données. Il se cramponne d'ailleurs à ces données, parce que c'est ça qui va lui permettre de développer des algorithmes, de faire des diagnostics. Un diagnostic, c'est un algorithme. Mais le médecin sait qu'il ne sait pas. Il sait un certain nombre de choses, et heureusement c'est opératoire, mais ce n'est pas parce que le médecin a les données de santé d'une personne qu'il connaît la personne. Je veux dire, dans sa santé profonde. Alors vous imaginez Google avec ces données de santé qu'il collecte, ils ne savent rien sur nous. Ça rejoint la question de madame et à laquelle Israël Nizan pourra peut-être répondre. Juste pour préciser, c'est vrai que ça marche pas bien,
pour autant, ça n'empêche pas plusieurs villes américaines d'acheter à grand renfort de millions de dollars des solutions qui vendent exactement ça. C'est l'effet de l'utopie. Voilà. Et alors, il y a marqué pigeon. Mais moi, je regarde le timing, parce que n'oubliez pas, 19h45, nous ne serons plus là. Peut-être que le film Usual Suspect est pris au sérieux par tout le monde et que les gens pensent que c'était pas de la science-fiction, mais de la science réelle. Mais ce que je voulais répondre à Madame sur oui. le secret médical, et après vous poser une question. Sur le secret médical, quand un médecin rentre des données dans un ordinateur, c'est à sa responsabilité de faire en sorte que le secret professionnel soit absolu, y compris vis-à-vis d'autres confrères. Ce qui pose des problèmes dans les hôpitaux, c'est que seuls les médecins qui ont à voir avec les données avec ce patient-là doivent être autorisés à aller dans ces données. Un médecin qui ne se serait pas assuré correctement de la confidentialité de ces données est dans une situation de délit. C'est-à-dire que c'est du pénal, c'est des amendes, de la prison, etc. Donc les médecins sont en principe vigilants. Alors ce qui a été observé, c'est qu'ils se font parfois voler leurs ordinateurs. Mais un médecin qui se fait voler son ordinateur et qui n'aurait pas mis suffisamment de sécurité et de cryptage est au final responsable. Moi, je voulais poser une question sur l'imputabilité. Vous avez dit, dans nos smartphones, il y a une machine qui calcule notre nombre de pas. Alors, comme vous, j'ai essayé d'arrêter et on ne peut pas arrêter. Il calcule le nombre de pas. Puis je me suis posé la question, mais quel est l'intérêt pour qui que ce soit de connaître mon nombre de pas? Alors vous pourriez dire, on va prédire si tu es en mauvaise santé. Si tu faisais 10 000 pas par jour et puis que tout d'un coup tu n'en fais plus que 1000, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça peut être aussi le contraire. Et donc ça peut être que désormais je vais en vélo et que faire de cette information-là, et je dirais même plus, sur le même smartphone, au même endroit, on peut consigner ses rapports sexuels, avec protection, sans protection, l'heure, et ça vous fait une courbe statistique du nombre de rapports que vous avez par mois. Comme ça, vous pouvez voir si ça baisse, si ça augmente. C'est dans le même endroit. Oui, allez regarder. Alors, on peut se dire, ceux qui marqueraient ça, je vous le montre si vous voulez, ceux qui marqueraient ça dans leur smartphone, ils sont fous parce qu'ils informent Apple de la fréquence de leur rapport sexuel. Mais que peut faire Apple de la fréquence des rapports sexuels d'un Chiliquois de 40 ans? Qu'est-ce qu'il va faire de cette information? Et donc, pour moi, j'ai une vraie question. Big data, peut-être, mais pourquoi faire? Alors les assurances, peut-être. Répondre, mais Et qu'est-ce qu'on sait du rapport sexuel avec juste sa fréquence? Alors, qui veut prendre la parole à la tribune? Car il y a déjà 3 voix pour qu'on puisse vous entendre et vous écouter. Alors, plusieurs choses. Quand on dit que ça ne marche pas, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que, regardez les algorithmes de complétion de requêtes sur Google. Ils marchent assez bien quand même. C'est-à-dire que vous avez votre requête et puis, paf, vous trouvez les choses que vous allez effectivement envie de taper. C'est d'ailleurs très pratique. Et on fait ça comment? On fait ça à partir de vos données personnelles et de vos requêtes passées. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les publicités ciblées. Bien sûr que ça marche. Alors peut-être pas toutes les publicités ciblées, mais en partie. Ça permet aux annonceurs de gagner beaucoup d'argent parce que ils vont centrer les requêtes. Et ce que vous ne voyez pas, c'est sur les pages de Google, par exemple, vous avez de la publicité qui ne se voit pas beaucoup, mais qui est ciblée. Et ça rapporte énormément parce que on va aller sur des mots, des thématiques qui sont proches de vos centres d'intérêt et de la requête que vous avez posée. Donc bien sûr que ça marche. Il y a un modèle économique qui est derrière. Alors maintenant, on va répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'on a fait du big data? Au départ, ce n'était pas du tout pour des objectifs scientifiques. C'est parce que ces grands acteurs de l'Internet ont compris leur fragilité. Ce sont des colosses aux pieds d'argile. Parce qu'on est dans un monde d'information, je le répète. La rumeur peut tout changer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir interpréter cette rumeur. Donc il faut la collecter
et ensuite lui donner sens. Tirer parti des retours d'usage, voir quels sont les défauts pour essayer de modifier la conception des produits. Et c'est ça. On est dans un univers totalement différent. Et puis deuxième chose, on est dans un univers d'abondance. Le nombre de produits qu'on a à notre disposition est considérable. On passe d'une société pauvre, il y avait un produit pour tout le monde, à une société, au contraire, où il y a de multiproduits. Et donc il y a ce qu'on appelle la crise du choix. On est pris comme quand on rentre dans une librairie de vertige. Il y a tellement de livres, on aime les livres, on aurait tout envie de lire et on ne peut pas lire. Et bien c'est exactement ça, le syndrome de l'homme contemporain. Et c'est pour aider à cibler et à se trouver... Au fond, c'est pour réalimenter notre désir. Parce que nous sommes un peu victimes de cette profusion. À un moment donné, on est dans cette librairie, on ne peut plus rien acheter, il y a trop de choses, on est pris de malaise. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est ressusciter ce désir. Donc voilà l'objectif initial des big data. Oui. Alors, monsieur ? Est-ce qu'une des parades possibles, ce ne serait pas d'inonder de fausses informations, chaque citoyen, on passe le message et on inonde de fausses informations. Voilà, et à ce moment-là, c'est ce que vous disiez, on ne peut pas effacer, mais on peut noyer. Tout à fait. C'est pas non, c'est illusoire. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Est-ce qu'on peut développer un peu ça, Philippe Breton? Parce que oui. On n'est pas là pour faire un programme pour savoir comment militer contre les nouvelles technologies. Mais un exemple, on aime bien des choses concrètes. C'est pas ça. Mais je crois qu'il y aurait intérêt à remettre des filtres, effectivement, sur la qualité de l'information, pour hiérarchiser l'information, parce que les gens de ma génération ont appris des filtres, les anciens journalistes ont appris des filtres pour hiérarchiser l'information. Je ne suis pas sûr que les jeunes journalistes, ou les jeunes aujourd'hui, disposent entièrement des outils pour discriminer les informations. Donc, on est dans un monde qui est un monde un petit peu difficile, c'est un monde de la pluralité d'informations dans lequel il est difficile de dégager ce qui est une information fiable d'une information qui ne l'est pas. Dans la mesure où l'information dit quelque chose sur le réel. Parce que l'histoire de compter les relations sexuelles, moi je veux bien, je veux dire, moi, pourquoi pas, mais ça ne dit rien sur la nature de l'acte sexuel qu'on a eu ce jour-là. Ça ne renseigne pas là-dessus, je reviens toujours à ma même idée obsessionnelle, les données ne représentent que très peu le réel. Or, les big data, c'est un travail sur les données, mais pas sur le réel. C'est ça. Alors, une dernière intervention de la salle. Oui, bonsoir. De mon point de vue, dans un monde idéal, les données de santé informatisées, elles seraient confiées, là j'ai mon petit copion, par les citoyens qui le souhaitent, ce qui signifie, avec un consentement éclairé, à des entreprises publiques sous contrôle final de l'Organisation mondiale de la santé, donc sans but lucratif, pour être utilisées par les citoyens concernés eux-mêmes, enfin pour les citoyens concernés eux-mêmes en cas de problème de santé, et pour être utilisées après anonymisation quand c'est possible, pour permettre la recherche scientifique pour une vie en bonne santé beaucoup plus longue et harmonieuse, le principe de finalité que vous connaissez sûrement. Et pour vous, quel serait le système idéal, et particulièrement la question à M. Ganassia? C'était Didier Kernel, président des Transhumanistes. Qui veut répondre à ça? Qui a un avis sur ce qui vient d'être dit? Moi, je peux... Juste une petite remarque, par exemple, en France, on n'est pas dans l'OMS, mais le Conseil national du numérique, donc, qui est une instance qui réfléchit à ces questions, milite, un de leurs axes de travail, c'est la portabilité des données, ce qu'on appelle la portabilité des données, comme on a la portabilité du numéro de téléphone. Il milite et il demande à ce que toutes les données qu'on envoie, on puisse les récupérer et éventuellement les utiliser avec d'autres services. Voilà. Mais malheureusement, pour que ça marche, il faut que ces données vous appartiennent. Or, actuellement, toutes les données que vous produisez dans tous les services dont on parle ne vous appartiennent pas. Non, je voulais juste
répondre à ce que vous avez mentionné sur le principe de finalité. La CNIL en France, dont nous sommes très fiers parce qu'on prétend que c'était le premier organisme à s'occuper des données personnelles dans le monde, ce dont je ne suis pas tout à fait certain. Mais donc, la CNIL a deux principes de base, qui sont le principe de finalité et le principe de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous collectez de l'information, vous devez savoir par avance quel est l'objectif que vous poursuivez. Et deuxièmement, le principe de proportionnalité, c'est que vous devez avoir une date de péremption et que la somme des données collectées est en rapport avec l'étude que vous devez conduire. En réalité, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les masses de données, même si on peut se poser des questions sur l'efficacité des masses de données, mais en tout cas avec les masses de données, l'idée, c'est qu'on collecte toutes les informations sans avoir d'idée de l'objectif, parce qu'elles peuvent servir à différents propos. Donc c'est en décalage complet avec les principes de la CNIL. Et d'autre part, il n'y a pas de principe de proportionnalité, parce qu'il n'y a pas de date de péremption et il n'y a pas de limite à la taille des données. Et donc ce qui est grave, c'est que dans ce pays, nous avons une autorité indépendante qui prétend nous prémunir contre un certain nombre d'excès, et en réalité, elle est totalement à côté. Les multinationales dont nous avons parlé se moquent d'elle, elles la mènent en bateau, et nous n'avons aucune protection contre ces abus. Y compris les gouvernements, Oui. puisque la loi sur le renseignement qui a été votée prévoit qu'il y ait des boîtes noires qui écoutent, et pareil, sans aucun périmètre, etc., au nom de la lutte contre le terrorisme. Juste avant de te retourner le micro pour boucler la table ronde, peut-être avoir pour chacun le mot de la fin, moi je peux demander, parce que Léa Davy est en train de nous écouter depuis un moment, donc je me disais, elle qui est jeune journaliste, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Parce que moi je me dis, dans ton métier, enfin dans le journalisme aujourd'hui, voilà, tu es dans les algorithmes, tu es dans plein de choses, alors que des gens de ma génération, moi dans le journalisme, quand j'ai appris, on avait des typographes encore, et pourtant c'est pas si vieux, enfin j'imagine, voilà. Alors qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce que on est en train de dire? Est-ce que tu en as peur? Peur, non. Oui, pas... tu es né dedans, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Après, je pense que c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes générations, voilà, et qu'on a un petit peu tendance à critiquer en disant qu'elles sont extrêmement présentes sur les réseaux sociaux. Oui. Mais je pense qu'il faut bien avoir aussi à l'esprit que on les utilise à notre avantage, entre guillemets. Et que, voilà, quand effectivement on reproche, par exemple à la génération Z de poster énormément de choses privées, je pense qu'ils s'en jouent un peu finalement de ce genre de choses. Et moi, en tant que journaliste, je reconnais très bien que j'utilise les réseaux sociaux en tant qu'outil de promotion en fait de mon journal, de mes activités, et pour signaler aux gens que j'ai une expertise sur tel ou tel domaine. Donc après, je suis tout à fait consciente des limites que ça peut avoir et de toutes les problématiques que ça pose, mais je pense qu'il faut vraiment être capable de pouvoir les utiliser à notre avantage. Et nous aussi, on les utilise aux formes de bêtises. Heureusement que ça existe, pour frapper loin et fort. Voilà, je te rends le micro. Merci. Eh ben, peut-être un mot de conclusion. On va peut-être commencer par Christophe Labbé. Moi, sur ce qui m'étonne, mais en tant qu'observateur, c'est qu'on on est tous d'accord, des outils, une industrie du numérique qui est en train quand même de modeler notre société, notre monde, et en fait, il y a très peu relativement peu par rapport à l'enjeu de réaction. On a l'impression presque d'une sorte d'hypnose numérique dans laquelle on serait plongé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait de Big Brother, et c'est ça qui m'interroge, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux, là avec la santé on en parle, c'est l'intimité qui est dans une société, est-ce qu'on a ce droit à l'intimité, il y a un risque de perdre définitivement. Il y a des enjeux sur la liberté, sur la place de l'État, parce que je pense que quand même les GAFA, mais on l'a dit, dès le départ, il y a une volonté quand même de se substituer à l'État, de remplacer l'État. Il y a, et quelle sera à terme quelle main on va garder par rapport à l'outil,
et la représentativité. Parce que ces grands groupes comme Google aujourd'hui, qui modèlent notre monde, ce sont des groupes qui échappent totalement à la possibilité d'action du citoyen. On n'est pas dans des modèles de représentation, donc à terme, le système même de la démocratie, qu'est-ce que ces grands groupes veulent en faire, ou des valeurs comme la solidarité par exemple, hein, parce que quand on voit les données de santé aussi, ça, ce qui est prévu d'en faire avec les GAFA, ça pose aussi le problème de la solidarité, voilà, la santé publique et du bien commun. Philippe Breton. Rapidement, moi je suis optimiste, hein, vous avez remarqué que je n'étais pas très inquiet, parce que je n'y crois pas trop au complot des GAFA. Par contre, dans l'histoire des techniques, à chaque fois qu'on invente une technique nouvelle, elle bouleverse un petit peu les choses, il faut la négocier socialement. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans une période de transition. C'est pas si vieux, ces nouvelles technologies. C'est assez récent. Ça a un peu débordé les classes politiques qui ne comprenaient pas grand-chose à ces enjeux technoscientifiques. Donc il y a un temps de retard du politique sur les nouvelles technologies. Je suis assez optimiste, je crois que les sociétés rattrapent leur retard de ce point de vue-là. Alors il faut être vigilant, hein, c'est nous tous qui devons être vigilants par rapport à ça, mais je crois que l'évolution des choses fait que comme on a remis d'autres techniques à leur place dans le passé, eh bien celles-là aussi on les remettra à leur place, et j'espère le plus rapidement possible. Jean-Gabriel Ganassia. Alors, deux choses. D'une part, je partage tout à fait cet optimisme. Il y a quand même des aspects très positifs avec le numérique. Hein. Dans le domaine de la santé, on en a parlé, hein. Il n'y a pas que du négatif. Hein. Dans d'autres domaines scientifiques, hein. C'est extraordinaire quand même ce qu'on est capable de faire. Hein. La science a changé de nature. Il y a plein de choses très positives. Et puis l'information, certes, il y a de l'information détestable. Il y a un brouillage de l'information. Mais en même temps, on a une chance extraordinaire. Moi, un jour, j'étais comme ça dans une fondation et il y avait une bibliothèque. Et je trouvais que c'était formidable. Je me disais, ah, ce serait bien de dormir la nuit dans une bibliothèque à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On peut avoir tous les classiques. Et un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais cette bibliothèque existe, c'est Internet. Tout d'un coup, moi, je travaille, puis je me dis, ah tiens, je me souviens, il y avait tel truc d'Aristote, hop, j'y vais, et je trouve Aristote à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et moi, je travaille dans le domaine des humanités numériques, il y a beaucoup le fait de reprendre les disciplines traditionnelles des sciences de la culture, de les poursuivre, de les transformer avec le numérique, ça, c'est extraordinaire. Donc tout ça, c'est positif. Et je crois qu'il faut le rappeler, c'est essentiel. Et puis, bien sûr, il y a des dangers. Il y a deux types de dangers. D'une part, il y a ces fables qu'on nous raconte du transhumanisme, une espèce de déterminisme technologique. Alors ça, je pense qu'il faut dire qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Nous sommes libres, nous continuons à être libres. Nous sommes dramatiquement libres d'ailleurs parce qu'on peut faire des bêtises. Et puis deuxième chose, est-ce qu'on utilise bien notre liberté? Et ça sera la conclusion. Malheureusement, je crains que les hommes politiques que nous nous sommes donnés ne connaissent pas assez les enjeux de la modernité et qu'ils nous précipitent effectivement dans la gueule de ces grandes sociétés. Je pense qu'il faut qu'on ait dans nos pays des générations d'hommes politiques qui comprennent ce qu'est le numérique, qui est aussi une formation scientifique, que ne soient pas seulement des élus de telle ou telle bourgade, mais que ce soient des gens qui regardent le progrès en face et qui essayent de faire avec le progrès. Merci. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez les applaudir.